En commençant à développer quelques idées que j'avais jetées sur papier pour voir ce mode de transformation des valeurs, et non pas une étude descriptive, c'est transformation des valeurs au Québec, mais socio-historique en quelque sens, ce qui va sur la structure, l'organisation de la société et de la culture, mais au sens où qu'elle met en quelque sorte le chapeau du sens pour repartir tout ça, en quelque sorte. Comme dira plus tard Fernand Dumont, le langage est aussi bien au début de la technique qu'à la suite. Alors, on peut le dire en général, le symbolique est au début de la pratique comme il est en résultat de la pratique. Enfin, cette histoire de dernière instance, pour citer une formule héritée du marxisme, je m'en suis détaché assez rapidement. Alors, il s'agissait donc d'essayer de voir ce qui passait dans les régions. Les premières hypothèses que j'avais, c'était justement en faisant des parallèles avec les Autochtones. Vous avez des gens qui, à cause de force, ici c'est le capitalisme libéral, se trouvent, pour ainsi dire, dépossédés d'un territoire qu'ils considèrent comme celui de leur lignée, donc de leur mémoire. Ce n'est pas une propriété privée, c'est une propriété du nous les habitants. Et qu'il y avait là quelque chose de commun avec l'expérience historique qu'avaient vécue les Autochtones. Ils se trouvaient expropriés de leur condition même d'habitants. Et alors, je me disais, il devrait probablement y avoir des échos et peut-être prêter lieu à ce que le mouvement social que je vois s'exprimer vers l'autonomie gouvernementale, les coopératives se reprendre en main localement, puis de remonter à partir de la société civile vers l'autonomie des institutions politiques, trouverait son écho et qu'il y aurait comme un arrimage qui pourrait se faire entre les mouvements d'émancipation autochtone et les mouvements d'émancipation des régionaux. C'est assez utopique, c'est un peu théorique, mais fondé au contraire sur des questions concrètes. Alors j'avais, plus tard, en réfléchissant sur tout ça, sur le coup, la première chose que j'ai fait, je n'ai pas commencé à lire de la théorie. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma petite voiture, me trouvé un type qui avait trouvé un quota fédéral pour étudier je ne sais pas quoi, mais aussi tout le tour du Québec. Puis on est parti en voiture avec une tente pour aller là où on avait entendu dire qu'il y avait eu des mouvements de contestation. Puis on fonctionnait à la va comme je te pousse, ou une méthode à saute-mouton. Tu vas quelque part, tu arrêtes dans une municipalité, tu dis, est-ce qu'il n'y a pas eu ici des... Est-ce qu'il y a quelqu'un que je pourrais rencontrer? Oui, vous pourriez aller voir M. Untel. Tu vois M. Untel, tu parles avec lui, tu dis, il n'y a pas quelqu'un d'autre, vous avez parlé, on ne pourrait pas aller le voir, vous ne seriez pas assez fin de l'appeler, moi ça me gêne. Bon, alors, première chose que tu sais, tu as fait le tour de la province. Parce qu'il y a eu, dans les régions dites périphériques, il n'y en avait pas dans le canton de l'Est, par exemple, dans la Beauce, il n'y en avait pas non plus. Ça fait partie de la région de la capitale. Par contre, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait Abitibi et bien sûr, le Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, où il y en avait, ou jusqu'aux îles de la Madeleine. Et puis, il y en avait aussi un petit peu, je dirais, sa dépendance dans le bas de l'Abitibi, c'est-à-dire dans l'Outaouais, Mont-Laurier, dans ce coin-là, Maniwaki. Alors, on fait tout le tour du Québec en rencontrant des acteurs militants la plupart du temps, mais aussi des représentants des édiles municipaux, par exemple. Qu'est-ce qu'ils pensaient de ces mouvements? Puis en particulier, dans le bas du fleuve, les gens avaient été éveillés à toutes sortes de questions. Ils avaient découvert tout un langage, dont celui de la technocratie, de l'aménagement du territoire. Je dis technocratie, mais avec une certaine admiration, c'est-à-dire ce qui se fait mieux comme politique élaborée à partir de dossiers bien détaillés sur des informations mesurées, tout ça. Puis, au travers de tout ça, des gens assez utopistes, des animateurs sociaux qui rêvaient de profiter de l'occasion pour que le peuple tout entier se prenne en main, prise en charge. Et tout un vocabulaire qui est apparu et qui aujourd'hui est devenu un paquet de clichés qu'on n'est plus capable de l'entendre. Moi, quand j'entends prise en charge ou faire en sorte, je ferme la radio, quoi.
Mais à l'époque, ça avait encore une charge, une puissance évocatrice. Et puis, il y avait dans le milieu universitaire, le marxisme des années 70, au Québec ici, passablement en France, mais passablement au Québec, où c'était une espèce de surcompensation pour l'ancienne séduction de la théologie, là, on y trouvait sans doute des investissements quasi mystiques équivalents, je ne sais pas, mais le marxisme, dans les facultés de sciences humaines, c'était très, très, très déferlant, y compris en anthropologie, où est-ce qu'on a fait des contorsions assez extraordinaires pour expliquer le système de parenté par je ne sais pas trop quelle maudite force matérialiste, enfin bon, bref. Mais même les structuralistes étaient mal à l'aise. Il y a le malheur d'expliquer que ça marche, c'est du symbolique, comprenez-vous, ça marche parce que d'en haut, c'est le contraire d'en bas, et ainsi de suite. Ils se faisaient traiter d'insignifiants. Bon, j'ouvre une parenthèse, je ne devrais pas. Quand je pensais à ce pauvre Lévi-Strauss qui présentait le recueil de ces trucs anthropologie structurelle en disant tout ce que j'essaie ici d'expliquer ce que Marx appelle l'idéologie, va au diable! S'il y a une affaire qui est déterminante en dernière instance, les peuples dont tu parles, c'est belle symbolique. Laisse-moi tranquille. Alors, bon, bref, n'ouvrons pas une chicane épistémologique à la dimension du Grand Canyon. Enfin, bon, bref. Comment ça se fait que je me suis rendu là? J'avais quand même fait un rattachement avec le marxisme qui t'interpellait sur la question des régions. On disait, ben oui, en plus des citoyens qui s'organisent sur la base de la communauté locale, puis ensuite quelques-unes ensemble, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est du romantisme, il faut que ce soit à l'échelle de l'État, prolétaires du monde, unissez-vous, pas prolétaires de Saint-Justin, Notre-Dame du Cap. C'est pas sérieux, cette chose-là. Puis il y a une nostalgie, rêve de la communauté. Alors, ça fournissait des questions auxquelles il fallait s'occuper de réponses si tu voulais rester en connexion avec les dialogues intellectuels que tu entendais à l'université. Alors, pour essayer de... Je pensais être reconnu par les marxismes une découverte remarquable. J'avais dit que j'ai redécouvert ce que Marx avait déjà dit, c'est que le capitalisme, il s'érige d'abord en expropriant les terriens, les habitants, l'homme qui est enraciné dans un pays paysan, exilé en Écosse pour faire de la place au capitalisme de la laine. Et puis ensuite, évidemment, le travaillant, l'homme qui gagne, c'est le temps de travail qui est exproprié. Dans le cas, c'est la terre sur laquelle l'homme s'enracine. Alors, je disais, il y a l'aliénation de l'habitant aussi bien que l'aliénation du travaillant. Alors, je croyais que ça mettrait un bouchon de liège dans toute objection marxiste. En fait, le problème ne s'est pas posé. Il n'y a jamais personne qui s'est occupé de ce que j'avais écrit à ce sujet-là. Donc, tant pis pour le marxisme. Maintenant, de l'autre côté, répondre à l'idée de savoir si c'était nostalgique ou pas, et si le fait de ranimer la mémoire, de sentir une filiation territoriale, et ça, j'avais bien vu chez les Indiens aussi que c'était présent. Alors ça, par exemple, là, la force symbolique de ce que vous appelez la nostalgie, OK, moi, je vais la subvertir. Je vais trouver un mot, parce que souvent, c'est la question de trouver un mot. C'est une question de rhétorique. Il suffit de la dire, tout à coup, la nostalgie créative. Hein? Une nostalgie créative, oui. Alors, c'est quoi? C'est le souvenir que tu as d'un monde qui avait des dimensions qui rejoignaient la condition humaine et ces dimensions ont été, pour ainsi dire, minées d'un peu partout, ils sont disparus. Et t'as oublié qu'elles étaient conjuguées à des structures d'humiliation, de domination. Le monde rural, c'est l'ennui, la simplicité, la fermeture sur soi, les maudits notables qui surveillent tout. Dans l'expérience québécoise, le curé, il domine tout. Mais ça n'est plus le cas. Cette superstructure n'existe plus, dont le souvenir, qui pourrait se dire, s'en est émancipé lui-même et nourrit les possibilités de reconstruire sous des conditions actuelles
la solidarité, le sentiment d'appartenance très fort et la capacité de faire un bis, c'est-à-dire de s'occuper ensemble de nos affaires, comme on faisait. Cette nostalgie, elle nourrit des projets de dépassement. Puis j'illustrais. Un bonhomme disait, on a essayé de repartir un moulin à papier. Il y a des gens qui ont dit, pauvre gang d'innocents, des cultivateurs, des peintres en bâtiment, qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Vous n'êtes pas des ingénieurs? On leur répondait, un ingénieur, ça s'engage. Ah, viens donc me dire que c'est nostalgique, toi. Alors, j'étais sorti de tout ça avec la conviction qu'il existait, que les mouvements à caractère territoriaux, théoriquement, pouvaient très bien s'expliquer en référant à la grande tradition des sciences sociales, de la sociologie en particulier, et aussi dépassaient l'opposition matérialiste symbolique. Donc, il y avait toujours cette idée des Autochtones. Après tout, c'est la culture qui nous frappe le plus. Puis là, Dieu sait si je connaissais bien le mot culture. Donc, il existe des cultures régionales. Il y avait toujours cette notion, alors là, je me répète, d'arrimer les projets de développement régional, justement, sous des espèces de coagulation qui mèneraient à une volonté de créer des gouvernements de région, avec, au lieu d'aller faire des pèlerinages n'en plus finir pour n'importe quel projet pour avoir du capital, comme mes chums des coops, ben mon Dieu Seigneur, d'avoir la possibilité de taxer le développement des régions. Ce qui suppose une sorte de nouvel ordre de gouvernement à l'intérieur de ce qui est encore jusqu'à nouvel ordre de la province de Québec, donc une certaine révision de la Constitution interne. Ça nourrissait singulièrement les rêves. Et comme j'avais aussi trouvé qu'il y avait un parallèle entre... C'était toujours cette idée de l'aliénation de l'homme comme habitant, que, bien sûr, c'était des ruraux, dans le cas des régions périphériques, et des gens très proches de l'exploitation des ressources naturelles, des bûcherons, des forestiers, des petits entrepreneurs qui voulaient faire des terres à bois, et ainsi de suite. Mais en ville, quel est l'équivalent en ville? C'est l'appropriation de ton quartier avec les boutiques et les services locaux. Or, il apparaissait justement en ville des mouvements de contestation qui étaient rangés dans la catégorie, chez les gens qui étudiaient les mouvements sociaux, les luttes urbaines. Ça a donné naissance, par exemple, ici, dans des quartiers pauvres de Montréal, à des cliniques de santé communautaire qui, plus tard, nous donneront d'ailleurs les CLSC. Et de ces mouvements de réappropriation, une longue tradition des coopératives d'habitation. Et là, je retournais dans des petites pistes de mon enfance. Je disais que je venais des milieux ouvriers des années 50, les ouvriers qui étaient assez bien payés, de l'alcan, des papiers, ils aspiraient à la petite maison de banlieue avec du gazon, puis un demi-chien, puis 4 enfants, puis un Chevrolet Biscayne, bon. Et là, il fallait bien lever du capital puis organiser tout ça. Il s'est organisé des coopératives d'habitation. Et mon père, il était impliqué. Nous autres, on restait au travers d'une coopérative d'habitation. Et alors donc, il y avait donc des liens là, qui se faisaient aussi avec les luttes urbaines. Cette étude, bien, quand j'ai eu fini de faire ma tournée, puis là, j'ai en gros commencé, c'est pour ça que ça me fait rire dans les livres de méthodologie, on dit commencez toujours par lire la littérature, ensuite vous élaborez vos questions. D'abord, jette à l'eau, là, tu es obligé d'apprendre à nager. Ça, on appelle la méthodologie. Puis ensuite, comment fonctionne la biologie de l'eau, et ainsi de suite, tu apprends ça après. Puis tout ce qu'on prend, tout va ensemble, puis tu fonctionnes en revenant sur tes pas. Puis ta théorie, elle s'élabore à mesure qu'elle te donne des réponses sur le terrain, qui te pose des nouvelles questions. Alors donc, j'ai aussi découvert des choses sur la recherche, surtout lorsque tu introduis des éléments de recherche de terrain. Là. Et comme de raison, par exemple sur les régions, je fais la même chose que j'avais fait dans la région Inuit. Je voulais savoir aussi toutes sortes de données statistiques. Mais là, c'était moins la région que l'expansion de l'État au Québec. Pour expliquer, dans le contexte québécois,
le développement régional, la montée de ces mouvements, d'abord, je ne pouvais pas les comprendre autrement que par les initiatives qui avaient été prises, et que c'est une des dimensions de la Révolution tranquille, dont on parle trop peu. Tout le monde parle de l'éducation, santé, les affaires sociales, Hydro-Québec et Caisse de dépôt pour l'économique, mais personne ne se souvient. Enfin, c'est devenu de plus en plus rare qu'on réalise qu'il y avait toute une dimension de développement régional. C'était l'Office de planification du gouvernement du Québec. Toutes ces institutions-là ont été dissoutes par la suite. Essentiellement parce que les élites locales n'en ont pas voulu. Mais quoi qu'il en soit, la vieille politique partisane. Mais il reste que c'était une dimension importante qui débouchait sur l'ensemble de l'histoire du Québec. Donc, je me suis senti obligé on le fait souvent à la maîtrise ou au docteur, qu'importe, on apprend enfin ce qu'on aurait voulu apprendre du temps qu'on ne comprenait rien au bac. Alors là, tu retournes, refaire les études que tu aurais voulu faire ou que tu ne savais pas qu'il fallait que tu fasses, et là, tu comprends. Et ça rentre, et tu en apprends beaucoup, et c'est terriblement fécond. Un sentiment de plénitude, là. Tu cherches, puis tu trouves. L'histoire de l'occupation du territoire au Québec. Évidemment, j'ai retrouvé la pied des Indiens, mais ils disparaissent assez vite après le moment où ils deviennent inutiles tant pour la guerre que pour les fourrures. Ils disparaissent de l'histoire. Je retiens ça. Leur place, c'est de ne pas avoir de place. Je garderai l'expression. Puis là, j'ai continué alors que la formation des régions et ainsi de suite. Alors, je me suis donné un cours d'histoire du Québec, et puis, j'avais toujours cette idée d'aboutir au plan de développement. Je me suis aperçu qu'on avait commencé à parler scientifiquement du développement régional dès les années 1920. Des gens comme Édouard Montpetit, Strauss-Mainville à Montréal et d'autres. Et alors donc, il m'est venu à l'idée une interprétation de l'histoire du Québec à partir de ces études de région. C'était celle qu'au fond, depuis la crise, mais surtout depuis l'après-guerre, il était monté une nouvelle classe moyenne de gens plus instruits qui ambitionnaient de reprendre, par le biais de l'État, de la politique et de l'affirmation nationale, la mainmise sur une possibilité. Vous voyez, il y a un fond marxiste dans ça, de remettre la main sur le capital, mais le capital par le biais de l'État, pour, bien sûr, reprendre pied sur les grandes forces du développement qui jusque-là avaient été monopolisées, le drame historique, si vous voulez, par les Anglo-Canadiens, essentiellement, et puis les Américains, depuis, certainement, le lendemain de la Première Guerre mondiale. Parce que tu voyais tout ça dans l'aménagement du territoire. D'un coup, tu voyais arriver les compagnies américaines, tu voyais quand est-ce qu'ils arrivaient. Puis avant ça, c'était les Lumberlots, ça, c'était des Anglo-Canadiens, et ainsi de suite. Le chemin de fer, ça, c'était Dominion, Canada, British. Mais là, tu voyais les Américains. Alors, tu avais aussi toute la transformation du capitalisme continental. Et puis la Révolution tranquille, puis la montée de l'État ici, ben là, ça s'expliquait par la transformation aux États-Unis en particulier, qui avait déjà été le New Deal de Roosevelt. C'était donc le capitalisme organisé lui-même qui exigeait un État rationnel, régulateur. Et puis graduellement, assurer un panier de base de consommation, donc les mesures sociales qui se trouvent à permettre au commun des mortels, du monde qu'on laissait tomber dans le chemin, à comprendre que, dans le fond, en consommant, ils contribuaient au développement économique. Alors, je disais, tout ça se tient. Alors, me voilà avec une théorie générale de la Révolution tranquille, c'est l'accès des Québécois francophones, à cause de la transformation du capitalisme continental, à la première fois dans l'histoire où les élites canadiennes françaises ont la chance de mettre les mains sur des instruments qui vont leur permettre de maîtriser leur destin. Ça leur donne le goût du Québec. À telle enseigne que la grande transformation du nationalisme, c'est ça. C'est un peu caricatural, c'est l'extravagance de la jeunesse. Alors, dans un sens, c'était quasiment revenir à dire bon, eh bien voilà, vous, les souverainistes, vous n'êtes rien d'autre qu'une bande de technocrates partis du temps de la crise. Donc, toute l'histoire contemporaine du Québec, c'est celle de la longue marche des technocrates vers le pouvoir. Et quand alors, j'ai écrit une modeste, on appelait ça une thèse de maîtrise à l'époque, non sans raison dans mon cas, parce qu'elle avait 600 pages. Parce que l'ensemble, je m'enseignais tout ce que je n'avais pas appris. En me prononçant,
radicalement sur toutes sortes de questions que je comprenais mal, mais enfin, ça inspirait, ça mettait de la lumière, en tout cas dans mon modeste cerveau. Et une fois que c'était fini, voyez-vous, je suis gros gens comme devant, parce que j'ai plus de job. D'autant plus que je finissais à peu près mon terrain quand j'ai appris que le contrat de 8 000 $ était terminé. Alors là, je me suis remis à l'aide sociale, puis je me levais le matin et j'écrivais. J'ai commencé à 9 h, j'arrêtais à 5 h. Je disais, le gouvernement me subventionne pour que je fasse mon mémoire de maîtrise. Ça me libérait de la culpabilité de vivre au crochet de l'État. Je vais transformer mon chèque de chômage en bourse d'excellence. On s'en sort comme on peut. Alors, j'ai fait ça, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas trop comment c'est arrivé. Ah oui, ce qui est arrivé, oui, c'est que il y a quelqu'un qui a été embauché par le département de sociologie, qui était spécialisé dans des questions de développement régional. Parce que ça prenait de l'expansion de l'université. On venait de fonder une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, une maîtrise interdisciplinaire. Le mot commençait à se répandre. Et il avait embauché quelqu'un précisément pour ça. Puis ce type, plus ou moins bien inspiré, choisit plutôt d'aller dans le feu de l'action, c'est-à-dire de travailler au Centre régional de la région de Québec du développement régional. Je ne me souviens pas quel le nom de l'institution, ça changeait de nom, pour être dans le feu de l'action, puis d'en faire du développement régional plutôt que d'en enseigner. L'université s'est retrouvée le bec à l'eau, département, en disant, mon Dieu, on a des étudiants inscrits dans cette nouvelle maîtrise, c'est dégueulasse. Alors, mon sympathique professeur qui m'avait donné le contrat, m'avait permis de faire la maîtrise, il était sur les lieux, puis il a dit, écoutez, il y a Simard, sa maîtrise est écrite, il n'a pas eu parce qu'on lui bloque, elle est trop longue. Puis, parce qu'il avait dit, c'est trop long, coupe-en un bout, prends-en un bout, ça ferait un doctorat, puis l'autre bout, dépose ça comme maîtrise. Non, moi, je dis non, vous allez accepter ça ou je boude. Alors, c'est assez important parce que ça prouve que je suis devenu professeur sans jamais avoir pensé devenir professeur, sans l'espérer. Et j'y suis entré, être absolument certain que j'y étais pour quelques mois et qu'ensuite, soyons sérieux, il fallait que je me trouve un vrai job, un vrai travail. C'est différent comme parcours de quelqu'un qui dit « je suis préparé, puis je fais mes études, puis on m'a engagé ». Non. Alors, par défaut, pour boucher le trou, on m'a engagé en disant « tu vas enseigner justement à cette nouvelle maîtrise. » Je viens de finir la mienne. Oui, c'est rien. La maîtrise dans mon développement régional. Et puis pour bien faire, quand je me suis présenté, on m'a mis... j'arrivais, puis il y avait les professeurs qui se promenaient dans la rue, et ils m'ont même mis une pancarte dans les mains en disant que j'étais exploité puis que j'étais en grève. Moi qui avais travaillé pour le 10e du salaire qu'on m'offrait et qui était époustouflé de ma gloire d'être seulement pendant quelques mois propriétaire du titre de professeur d'université, j'ai quasiment envie de me mettre en grève contre la grève, mais enfin, ça a eu un avantage pendant 4 mois, on n'avait rien à faire, puis moi non plus, surtout. Et j'avais une allocation de grève, même si je n'avais jamais travaillé, parce que c'était pas mal mieux que ma situation financière d'avant. Et donc, on traînait là, dans le pavillon de Coninck, en bas, là, quelques professeurs. On placotait de ci et de ça, généralement avec une caisse de bière Gracieuseté de la brasserie Labatt, ou que sais-je. C'est merveilleux parce que moi, je ne connaissais pas les professeurs, y compris de mon département. Et puis, je fais des amis. Ils pensaient que j'étais un petit baveux, ce qui n'était pas faux, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Et il y a certains qui ont dit, ben oui, mais coudonc, s'il y a lieu, je pense, tu pourrais rester. Je trouvais que je pourrais faire. Et voilà comment je suis devenu professeur. Puis, je n'avais pas de doctorat. Puis, aussi, j'ai dit, ben, je vais travailler quand un an. Il faut que je fasse quelque chose de sérieux.
La seule affaire que je pouvais monnayer, c'était mon expertise sur quoi? Sur les coopératives inuites. Alors, j'ai écrit à Ottawa, ministère, division de la recherche des affaires indiennes, proposé un projet de recherche sur les coopératives inuites au Québec. Une affaire unique dans le monde, trop peu d'études faites sur nous. Presque aussi urgent que les cabanes à sucre. Et puis, j'ai donc obtenu de l'argent, alors 35 000, c'est l'équivalent de quasiment 100 000 aujourd'hui, pour faire cette étude. Pendant que j'étais l'équivalent de chargé de cours, et puis professeur, je ne sais pas comment on dit, associé, mais je n'avais pas la permanence, parce que je n'avais pas de doctorat. J'ai dit, cette sacrée étude va me permettre de faire un doctorat.